le rôle des armées en Afrique, surtout face au terrorisme, au djihadisme qui prend la sous-région ouest-africaine en otage aujourd'hui. Nous allons parler de cela, mais d'abord, on ne sait pas si c'est le terrorisme qui a conduit à un remaniement à la tête de l'armée togolaise il y a quelques jours. Oui, Francis, vous avez remarqué, il y a jeu de pion, quelqu'un qui est arrivé, même le ministère des Armées qui était détaché entre-temps de la présidence est maintenant rattaché à la présidence. Ouais. Ouais. Oui, bon, c'est un ministère qui souffre beaucoup, tantôt détaché, tantôt attaché à la présidence. Et cette fois, on croyait que ça allait durer par Madame Nyakade, je crois que ça fait à peine 2 ans. Et puis, bon, patati patatra, on parle de limogeage. On parle de limogeage, ce qui... D'abord, même le limogeage, ça a surpris certains parmi nous, parce que lorsque, entre-temps, on voyait les comportements des ministres et on essayait de dénoncer, on dit, mais qu'est-ce qui faisait la suffisance des ministres? Les gens nous ont fait croire que c'est un gouvernement totalement qui devait faire 5 ans, qui ne devait pas bouger, que c'était un choix. Mais chemin faisant, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, nous a prouvé que c'est lui qui a la baguette, qui décide. Et lorsque c'est venu, il a commencé par sa propre maison. Si je dis qu'il a commencé par sa propre maison, les Togolais savent de quoi je parle, d'accord, pour dire peut-être que nul ne sera ou bien n'est à l'abri de me fouer, que ça peut arriver à tout moment. En fait, ça rassure, parce que ça peut aussi faire que certains ministres vont changer, n'est-ce pas? L'État, ce n'est pas à vous, Ferdinand l'a dit tout à l'heure, tout peut changer à tout moment. Tout peut changer à tout moment. C'est ceux qui en ont qui peut-être perdent plus, parce que c'est ceux qui n'en ont pas, peut-être ils resteront dans leur situation, où ça va basculer dans d'autres mains. C'est ça. Maintenant, quand nous voyons ce qui s'est passé, c'est trois éléments qui ont été d'abord le ministre, sinon la ministre, qui a été sautée, rattachée à la présidence, c'est-à-dire le ministère de la Défense. Il y a le chef d'état-major général qui a été également limogé, et également le chef d'état-major particulier du chef de l'État. Ce qui veut dire qu'il y a eu de sérieux problèmes autour de, de l'état-major, sinon des FAT. On sait que depuis un moment, il y a beaucoup de mouvements djihadistes qui sont annoncés et qui sinon ont pris de l'ampleur dans les savanes, mais la communication officielle ne suivait pas. Mais on reçoit des messages parce qu'on est proche de beaucoup de familles. Le Togo aujourd'hui, c'est une famille. Ce n'est plus des gens qui disent que je ne suivais, parce que quand ça commence pas à chauffer, peut-être c'est quand il y a à manger que on ne sent pas, mais on veut s'éloigner des gens. Mais lorsque la difficulté commence, on devient une famille. Donc, on a des échos de nos vaillants soldats, sinon paix à leur âme, qui sont, beaucoup sont tombés par des rumeurs non confirmées. Mais on suit également, que ce soit, comme je dis, nous sommes tous en famille, certains dans enterrements par les familles, ici et là. Et on nous dit aussi des conditions. Vous voyez, on a eu des informations que, voilà, autour de ces morts, certaines choses n'ont pas été faites convenablement, et que ça a choqué le chef de l'État, et aussi par, disons, certaines manœuvres. On sait, on l'a toujours dit, que le fonctionnaire n'est pas un riche, n'est pas un commerçant. Mais on a senti que aujourd'hui au Togo, partout, que ce soit au gouvernement ou, disons, dans les FDS, on retrouve beaucoup de businessmen, et ça impacte dangereusement le fonctionnement de l'armée. N'oubliez pas, si vous vous souvenez, le problème qui s'était produit
au Bali, qui a fait partie Ibeka, c'était lorsque son fils était devenu, disons, fournisseur de logistique à l'armée. Et c'était des questions de milliards. Et également aller acheter des appareils, des armes qui ne tenaient pas. Ça, les militaires n'achètent jamais au front quand vous leur donnez des armes qui ne tenaient pas. C'est bon, Mobutu aussi a eu ce problème lorsque, sur le front, on s'est rendu compte que les gens ont eu des armes dont les munitions n'étaient pas conformes. Lorsque Mobutu combattait, sinon, devait repousser Kabila, père, qui faisait son incursion. Voilà, on doit pouvoir dissocier beaucoup de choses. Un fonctionnaire, un FDS peut faire son business, mais séparé, pas inclus dans la gestion quotidienne. Et ça, c'est des mesures que tout dirigeant, et je crois, c'est ce que Faure Gnassingbé vient de prendre, c'est sévère, oui. Francis, mais madame, celle qu'on peut appeler aujourd'hui l'ex-ministre, madame Nyakande, faisait pas mal de réformes dans l'année, dans l'armée, dans son ministère. Il faut, attendez, les réformes, il faut saluer, parce que moi j'ai suivi cette dame. Vous savez, cette dame, c'est... elle vient de la banque. Elle a travaillé longtemps à la banque, surtout à la BTC qui est devenue IB Bank. J'ai senti qu'au niveau des réformes, vous allez constater qu'ils ont commencé par aller vers un guichet unique de l'armée, où on a commencé par dépouiller, sinon, les salaires fictifs, d'accord, des emplois fictifs, des salaires fictifs. Et c'est ça aussi un travail qu'il faut faire, que la Caisse nationale de sécurité est en train de faire présentement avec les reconnaissances faciales. Il faut en arriver pour tous les corps, que ce soit la police, la gendarmerie, la fonction publique, pour que au moins nos fichiers soient exacts. Qu'on sache que si c'est 100 milliards par an qu'on débloque pour les fonctionnaires, que ça aille chez les fonctionnaires et non qu'il y ait des gens qui aient des listes en sous-marin et qui perçoivent des salaires d'autres. Il y a beaucoup de problèmes dans nos corps. On reviendra sur... Voilà. On reviendra sur ça, oui, Ferdinand. La question, ça persiste toujours. Est-ce que, par hasard, ou bien quelque part, la ministre, l'ex-ministre aurait péché par ces réformes à la tête de l'armée? Non, moi, je ne veux pas... partir du particulier pour arriver au général. Je vais partir du général pour arriver au particulier. Vous avez posé la première question à savoir pourquoi les armées africaines, par exemple, ne font pas suffisamment face aux djihadistes. Il faut interroger l'histoire pour comprendre les faiblesses structurelles de nos armées. Vous savez, nos armées modernes aujourd'hui, c'est l'héritage de la colonisation. C'est le colon qui a commencé par mettre en place l'embryon de l'armée. Et généralement, l'armée, telle que le colon l'a conçue, c'est pour protéger l'administration coloniale et réprimer les gens, parce que la colonisation, c'était un processus brutal, où on imposait la volonté du colon, et cela suscitait des remous dans les populations. Donc il fallait créer une armée d'abord pour maintenir l'ordre et protéger l'administration. Et généralement, il y a beaucoup de thèses, de recherches qui ont été publiées là-dessus. Vous verrez que généralement, les militaires qui ont été recrutés par le colon ont été recrutés dans les minorités ethniques pour pouvoir mater la majorité ethnique qui a souvent tendance à se révolter. Et donc, au lendemain des indépendances et après les coups d'État qui sont intervenus après les indépendances et l'émergence des partis uniques, le colon, la métropole a encouragé les nouveaux venus, les soudards qui ont pris le pouvoir à continuer dans le même schéma. Et on a continué le recrutement dans les minorités ethniques pour protéger le pouvoir de celui qui est arrivé et pour réprimer ceux qui pouvaient se révolter. Et l'armée était conçue de façon factice pour protéger le pouvoir.
Et tant qu'on faisait les défilés militaires pendant les indépendances, ou la date de la prise de pouvoir de celui qui est là, qu'on exhibait des armes, qu'on tapait les godasses sur le goudron, on disait l'armée était efficace. Mais on savait très bien que l'armée avait des faiblesses. C'est d'ailleurs pourquoi le blanc partant a fait signer des accords de défense à nos pays. Et on a vu ici, dans les années 86, quand il y a eu cette attaque de l'extérieur qu'on a qualifiée d'attentat terroriste, on a vu que les Français sont arrivés avec des avions de chasse qui survolaient la ville de Lomé à basse altitude, et nous on était à l'école, qui faisaient énormément de bruit. Ça veut dire en réalité que sans l'intervention de ces gens-là, nos militaires n'auraient pas pu tenir. C'est ce que ça veut dire. Et donc, quand vous partez de toute cette histoire-là et que vous arrivez aujourd'hui à la menace terroriste, vous comprenez que nos militaires n'ont pas été formés, n'ont pas été préparés pour faire face à ces genres de situations. On a généralement en Afrique des pouvoirs qui ont été totalement militaires. À part le Sénégal et accessoirement la Côte d'Ivoire, où il y a eu une césure avec le coup d'État de Guéhi, la plupart des pays francophones ont connu des régimes suffisamment militaires. Quand vous faites le ratio depuis les indépendances, dans certains pays, vous avez les militaires qui ont régné pendant 40 ans, 45 ans, même s'ils ont tronqué après le treillis contre la tenue civile. Vous prenez le Togo, le Mali, le Burkina, la Centrafrique, tous ces pays ont été dirigés par les militaires, voyez-vous. Et donc, l'armée a été conçue pour juste protéger le pouvoir de celui qui est là. Et donc, nous avons des armées qui ont passé des moments tranquilles. Le seul ennemi qu'on reprimait, c'est l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire les opposants, les manifestations, on essayait de réprimer les gens. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ces militaires qui ont connu ces périodes assez calmes, à part ceux qui ont connu la rébellion, comme le Niger, ou les pays qui ont connu la guerre civile, comme l'Angola et tout ça, les autres armées étaient vraiment calmes. Donc, aujourd'hui, ces armées font face à une réalité qu'elles n'ont jamais connue, c'est-à-dire la guerre avec les djihadistes. Et des gens qui vous imposent une nouvelle forme de guerre. Ce n'est pas la guerre qu'on enseigne dans les écoles des cours d'état-major, où on vous apprend les méthodes napoléoniennes de guerre, ou les trucs de Mao Zedong, ou je ne sais quoi, ici, ou de Churchill. Mais ici, c'est la guerre qu'on qualifie d'asymétrique. Vous avez l'ennemi qui est totalement invisible, qui arrive, qui vous met à rude épreuve. Et on voit bien que je ne veux pas rentrer dans les polémiques de qui arme l'ennemi ou pas, ça c'est un autre débat, mais vous avez constaté que dans tous les pays où aujourd'hui on est confronté au terrorisme, les armées ne tiennent pas. Les armées ne tiennent pas. Au Mali, on a bien vu que rapidement, l'armée a eu des problèmes au point qu'elle s'est retournée contre le pouvoir civil qu'elle a renversé, en disant on ne nous donne pas suffisamment de matériel, on n'a pas de bons fusils, on n'a pas si, nous voulons qu'on change de partenariat, on veut. Mais on voit bien que la situation ne s'est pas améliorée. Burkina, pareil, quand les militaires ont subi deux attaques meurtrières sur le front, ils sont revenus dans la capitale pour renverser le pouvoir qui était là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en réalité, nos militaires n'arrivent pas aujourd'hui à contenir les djihadistes? C'est parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Ils ont toujours été préparés pour protéger le pouvoir de l'intérieur. Et donc, ce qui se passe chez nous aujourd'hui s'inscrit dans la même veine que ce qui s'est déjà passé au Niger, au Mali et ailleurs. Pourquoi? Parce que, d'abord, les troupes ne sont pas préparées à ça. De deux, il y a un problème de matériel. De trois, nous avons des armées qui sont suffisamment corrompus. Vous savez, le milieu militaire est à l'effigie de tous nos pays. C'est un milieu où il y a aussi la corruption. Vous avez les chefs corps qui détournent les rations des éléments. Vous avez des salaires fictifs comme Francis vient de le souligner, que la dame qui était à la défense a essayé de corriger en publiant la liste des déserteurs, ce qu'on a qualifié de déserteurs, pour nettoyer le fichier de l'armée. Vous avez tous ces gens-là à qui on envoie de l'argent, qu'on envoie 10 000 aux hommes de troupes. Quand ça va passer dans les mains des patrons, ça revient à 2 000 à celui qui est sur le terrain. Alors, quand on est face à ces genres de situations, on est totalement faible. Et on ne peut pas comprendre que, quand vous prenez la carte du Togo,
la frontière avec le Burkina, parce que c'est le Burkina qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Les gens n'ont pas le courage de poser le vrai problème. Oui. C'est le Burkina qui s'effondre et nous avons la pression. Et tant que le Burkina va s'effondrer, on aura la pression. C'est ça la réalité. Et donc, le problème, c'est que nous avons la frontière avec le Burkina, c'est 137 km. Quand vous prenez Google Maps et que vous zoomez la frontière, c'est 137 km. En réalité, avec tous les militaires que nous avons, on aurait pu facilement contenir ces assauts et maîtriser la situation. Parce que les gens qui ont de longues frontières, comme le Burkina, le Mali, le Niger, comment ils arrivent à tenir plus ou moins, et que nous, avec cette petite frontière, on a des difficultés. Donc, il faut aller chercher ces difficultés dans la conception même de l'armée togolaise. Vous voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, si on en vient, et c'est la première fois, à limoger et la ministre, et le chef d'état-major, et le chef d'état-major adjoint, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a forcément un problème, c'est qu'il y a des résultats qui ne viennent pas. On sait que depuis un certain temps, il y a une omerta totale sur ce qui se passe dans la zone là-bas, mais en tant que journaliste, nous savons qu'il y a des attaques régulières et qu'il y a des morts, que le gouvernement a décidé délibérément de ne pas communiquer. Peut-être que c'est une stratégie. Mais comme nous sommes très imbriqués au Togo, c'est des familles, les gens savent, les gens ont des échos, les gens ont des informations. Et donc, et vous savez que le Togo a pris une loi de programmation militaire où le budget a énormément augmenté. Et donc, quand le budget augmente, il faut aller commander du matériel, il faut revoir les troupes. Tout ça, c'est des intérêts financiers qui sont en jeu et que certains essaient de capter. Ça attire et beaucoup. Quand vous avez aussi, entre les officiers, des problèmes d'ego, où certains ne veulent pas se plier aux ordres des autres, vous vous retrouvez avec une armée sur le terrain où le commandement n'est pas vertical, et où le matériel n'arrive pas à temps, où ce n'est pas le bon matériel, et donc vous avez des troupes qui sont livrées à la merci des djihadistes qui finissent par tuer des gens. Et donc, je pense que c'est tout ce que je viens de décrire là qui a amené à ce remue-ménage que nous avons vu à la tête de l'armée. La question de savoir, est-ce que ce remue-ménage suffit à régler le problème? Ça serait notre souhait, mais les réalités du terrain sont tout autres. Les réalités du terrain sont tout autres parce que les officiers qu'on vient de débarquer ont certainement aussi des gens, ont certainement aussi des partisans. Ah oui? Ils ne seront pas contents. Et vous voyez, on a débarqué les gens en fin d'année, au moment où c'est la fin d'année où on donne un peu d'argent à des amis. Bon, toi, il faut nous livrer des vins, toi, il faut nous livrer des champagnes, toi, il faut livrer ceci, des calendriers, en cours, qui ne sont pas encore payés. Et donc, tous ceux qui vivaient de ces gens, comme les limoges, seront des mécontents. Les nouveaux qui viennent d'arriver, il y a aussi des gens qui diront, bon, comme on nous a chassés, on vous a mis, on va voir si aussi vous allez réussir. On va peut-être revenir sur une autre phase de l'analyse où peut-être on va faire des propositions, mais dans le cas d'espèce, aujourd'hui, les armées africaines se retrouvent totalement faibles devant les djihadistes parce qu'elles n'ont jamais été préparées pour faire face à ces nouveaux défis. C'est des armées qu'on a toujours utilisées pour l'ennemi de l'intérieur, pour protéger les pouvoirs, pour réprimer les gens. Aujourd'hui, ce n'est plus la répression des gens dans le quartier de Baie, ou je ne sais pas où, à Sokodé, ou je ne sais pas où. Ce n'est plus le maintien du pouvoir, c'est la guerre. Et quand vous n'êtes pas préparé pour la guerre, excusez-moi, il y a des choses qui vont arriver. Et donc, il y a toute une réforme qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement le limogeage de quelques individus. Il y a toute une réforme qu'il faut faire. Vous allez voir que le mal est partout en Afrique. Si il y a un expert qui a fait une analyse et je dis là totalement raison, il dit, comment se fait-il que depuis 60 ans, nous avons passé tout le temps à construire des armées, à croire que c'est des armées qui sont très efficaces, à les entretenir, à les équiper, et dans les années 2020-2022, nos militaires qui font des coups d'État sont obligés d'aller chercher des gens de l'extérieur que certains qualifient de mercenaires pour venir les épauler pour défendre les territoires contre beaucoup d'argent. Voilà. Parce qu'on paye cher ces gens-là. Ça paye énormément. On paye cher ces gens-là. Personne n'a d'ailleurs même. Et les factures, c'est des gens qui sont payés en nature. On leur donne des mines qu'ils exploitent. Alors que nous avons passé 60 ans à construire des armées, à
à mettre de l'argent dans la construction des armées. Ça veut dire que l'institution militaire, même aujourd'hui, est en déliquescence. Et on a vu dans le cas de Mobutu, quand on nous a toujours monté l'armée zaïroise comme l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Est. Les Togolais sont partis là-bas même en formation. Exactement. Ah oui. Et quand on a vu à un moment donné les troupes de Kabila Père avancer, l'armée de Mobutu s'est effondrée comme un château de cartes. Et donc en réalité, c'est cette conception de l'armée dont la mission est seulement de protéger le pouvoir de celui qui tient le pouvoir, qui fait qu'aujourd'hui, quand ils font face à une autre réalité, ils n'arrivent pas à tenir. Donc cela nécessite réellement des réformes. Oui, Ferdinand l'a dit, il y a beaucoup de réformes à faire. Parce que c'est ça, nos armées, c'est pratiquement en Afrique, c'est des milices pléthoriques. Les objectifs de l'armée, ce n'est pas la défense du territoire, c'est la défense d'un individu. Et c'est calqué sur, comment on appelle, les clans. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, ça pose de réels problèmes. Et quand je le dis, c'est que quand vous approchez aujourd'hui des milieux, on parlait tout à l'heure, des gens qui sont en prison, qui ont leurs hommes, pas forcément leurs hommes dans l'armée, les frères et sœurs qui sont, ou des cousins qui sont qui sont proches d'eux. Maintenant, toutes ces différentes familles qui ont été déçues, parce que quand vous prenez, par exemple, un militaire, il y en a beaucoup, hein, prenez un FDS qui, par exemple, malheureusement, est décédé dans une circonstance donnée, même en service, mais la famille, toutes les familles, aujourd'hui, quand vous prenez, se plaignent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une structure qui s'est occupée ou qui s'occupe des cas au fur et à mesure que ça existe et que ça vient. Donc, il y a beaucoup de ces frustrations, d'accord, quand Ferdinand parle de propositions, qu'il faut élucider et réparer les torts. Maintenant, on a conçu et la chose comme si ça doit être pour seulement certains. Et c'est dangereux. Aujourd'hui, c'est encore une lutte d'ego entre les mêmes. On a dit ici que les pharaons ont voulu vivre entre eux, même se faire des enfants entre eux. Aujourd'hui, on ne peut plus construire des pyramides. La chose. Mais aujourd'hui, c'est difficile de faire une armée. C'est difficile. On ne peut même pas faire une armée d'un seul camp. On doit aller vers l'armée républicaine. Que les gens se représentent. Et c'est la seule condition que la solidarité nationale également puisse aller vers là. Sinon, ce qui arrive aujourd'hui dans la zone des savanes, on est à Lomé, on est ailleurs, on pense que c'est savane. À partir du moment où c'est déjà dans savane, c'est que c'est sur le territoire, c'est que peut-être c'est les cellules dormantes. Est-ce que vous voyez ce qu'on ne souhaite pas? Mais il va falloir, le chef de l'État fait un discours, la dernière fois dans son discours, qu'on va les battre à nos portes. Au lendemain, le 2, il y a eu encore, selon les informations qui sont passées sur les réseaux et qu'on a reçu également sur le terrain, parce qu'il y a des confrères qu'on interroge et des habitants, mais ils ne sont pas à nos portes, ils sont à l'intérieur. Donc c'est comme si c'est un nouveau message qui est envoyé que mais on n'est pas à vos portes, on est à l'intérieur. Donc il va falloir qu'on mette des moyens et qu'on mobilise le monde pour pouvoir les booster de nos portes et maintenant s'apprêter pour qu'ils ne pénètrent plus. Voilà. Et je ne comprends pas ce type de djihadisme et d'attaque qu'on fait et que les bilans, c'est toujours de notre côté. Je dis, est-ce qu'on est en face des hommes invisibles ou du commando invisible, comme ça avait été le cas en Côte d'Ivoire, parce que le Togo aussi possède des richesses en la matière,
Donc, il va falloir, et comme on le dit, ça doit être une mobilisation générale. Il ne faut pas que certains pensent que cette lutte-là, pour arriver à bout, puisque les gens nous disent déjà qu'on kidnappe des populations. Lorsque ça va dans le kidnapping, c'est comme ce qu'on nous voit au Nigeria, ça va aller dans le lavage de cerveau. Et lorsque ces personnes reviennent, ça devient un autre danger. Est-ce que nous avons des structures pour pouvoir encadrer ces gens, alors que quand nous mettons même les gens en prison, ils deviennent des voyous, alors que c'était des gens bien avant d'aller en prison. Est-ce que nous en avons pour faire face à ça? Donc il va falloir que ceux qui ont les postes de décision, quand on sort un franc pour nos forces de l'ordre, il faut le sortir. Au début de cette histoire, nous l'avons dit plusieurs fois, que on a l'impression qu'on a laissé des éléments, on a créé des nouveaux camps et on dit débrouillez-vous. Peut-être que les gens n'ont pas compris notre parabole. Et c'est ce qui a d'abord créé des problèmes entre les populations et des forces de l'ordre, parce que on le voit même à travers nos villes. Vous voulez traverser une frontière, vous êtes en circulation, quand un FDS, surtout la police, quand on vous prend, vous devez cotiser. Parfois, le billet que vous donnez, c'est le dernier billet. Vous donnez même, ils refusent parce que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'on arrive, s'il faut revoir la paye des FDS pour les mettre dans de bonnes conditions et éviter qu'ils constituent un braquage pour les populations, ça doit être une bonne chose. Et c'est à cette condition également que les populations peuvent participer, n'est-ce pas, à aider à ce qu'on puisse booster le mal de dehors. Où qu'il soit, on peut le booster dehors, mais il faut une cohésion nationale. Isidore, vous aurez pu observer que ce soit au Mali ou au Burkina, je vais décrire les deux situations tout à l'heure, vous verrez que le Burkina, par exemple, tout ce qui arrive aujourd'hui, ce sont les conséquences du long règne de Compaoré. Et peut-être même avant. Les gens jugent, les gens analysent les situations politiques avec les effets de l'instant. Il y a toujours une source lointaine. Pendant le long règne de Blaise Compaoré, le Burkina n'avait pas d'armée. Le Burkina avait une carte prétorienne. dont les unités les plus dotées d'armement étaient pour le pouvoir de Blaise Compaoré. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, effectivement. Et c'est le schéma dans tous nos pays. C'est-à-dire que les unités qui ont le plus d'armement... Ferdinand, je ne vous coupe pas. Il faut suivre le procès en Guinée. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est d'ailleurs pourquoi quand nous parlons des coups d'État, quand nous parlons des militaires qui prennent le pouvoir, les gens disent qu'il n'y en a pas de mieux. Peut-être on est seul. Oui. Mais à part là, tout le reste là, c'est du désordre. Je vais vous expliquer. Donc, le long règne de Blaise Compaoré, on a conçu l'architecture de l'armée burkinabé juste pour protéger le pouvoir de Blaise. D'où la fameuse unité des RSP, dirigée par le fameux Djindjéré. Et donc, du coup, quand Blaise est tombé, quand Blaise Compaoré est tombé, l'armée burkinabé s'est effondrée. Parce que tous les clans qui existaient dans cette unité spéciale se sont disloqués. D'abord, il y a le clan Djindjéré. Djindjéré qui a voulu prendre les rênes. Zida est sorti. Rappelez-vous très bien. Ils sont tous de la même unité. Zida a fait son temps, il a ramassé l'argent qu'il pouvait ramasser, il est parti au Canada, et puis Roch Kaboré est arrivé. Roch a essayé de reconstruire l'armée. Bon, on sait que c'était un président assez mou, qui n'avait pas la décision, mais le virus était déjà dans le pays. Au moment où il essayait de reconstruire l'armée, il y avait déjà le terrorisme qui était déjà dans le pays. Donc il n'a pas eu le temps de reconstruire l'armée. La guerre des clans au sein de l'armée a repris le dessus. Cette attaque de Irgou, je ne sais pas quoi qu'on a dit au Burkina, où on a dit que les militaires n'ont pas été ravitaillés à temps, ils n'ont pas été relevés. Et c'est des complicités internes qui ont servi de prétexte à faire le coup d'État. Et donc, quand Roch Kaboré n'arrivait pas à tenir, c'est un élément de la même unité d'Amiba qui est sorti pour renverser le pouvoir. Et celui avec qui il a renversé le pouvoir l'ont renversé à son tour. Le Burkina n'a pas d'armée aujourd'hui. Le Burkina a des bandes armées.
C'est des clans. Et puis on recrute des volontaires. Je vais en arriver là. Le Burkina a des bandes armées, a des clans, et qui n'arrivent pas à sécuriser le pouvoir. Vous avez vu l'autre lieutenant-colonel qu'ils ont envoyé en prison. On l'avait arrêté au temps de Rock qui voulait faire un coup d'État. On pensait que quand Damiba va venir, on va le relâcher. Celui qui est venu, on le met toujours en prison. C'est des clans qui s'affrontent. Pendant que des clans s'affrontent, pour leurs problèmes d'ego, leurs problèmes de tout ce que vous pouvez imaginer, mais l'ennemi nous avance. Pareil pour le Mali. Le problème du Mali date de très loin. La corruption de l'armée malienne, c'est depuis les affaires de cocaïne, le trafic de drogue et tout. Personne n'explique pourquoi, par exemple, le terrorisme était aux portes du Mali depuis 2012. Personne n'explique pourquoi le Mali, qui n'a pas de frontière avec le Burkina, non, avec la Libye, la Libye a été plus touchée par la chute de Kadhafi que le Niger, qui partage une longue frontière avec la Libye. Le Mali, oui. Voyez-vous, parce que les Nigériens, c'est des gens qui ont fait face à des rébellions depuis des années. Ils sont aguerris, ils sont bien organisés. Au Mali, c'est la corruption. Le business. Voilà. Et donc, quand vous transposez tout ça chez nous, vous voyez le même schéma. Le même schéma où pendant longtemps, et Francis l'a expliqué, l'armée, c'est devenu la chose de certaines personnes. Et donc, l'armée n'a jamais été un instrument de cohésion nationale, de ciment de tout un pays. De telle sorte aujourd'hui que l'armée est éprouvée, on a des difficultés à rallier les citoyens, à dire, écoutez, soyons tous derrière nos forces de défense. Parce que par le passé, l'armée n'a pas eu une bonne cote auprès de la population. Du coup, vous avez vu le dernier recrutement qu'on a lancé ici, il y avait peu de monde. Avant, les gens se bousculaient, parce que maintenant c'est la guerre. Il y a peu de monde. Sans oublier les rumeurs qu'on entend qu'il y a ceux qui partent. Qu'il y a des déserteurs. Les déserteurs, voyez-vous. Et même le Mali a pris une loi pour punir les déserteurs. Donc, toutes les armées africaines vont faire face à ces genres de situations. Et donc, les autres sont déjà totalement disloqués, notamment le Burkina, c'est l'exemple typique. Si on en vient aujourd'hui au Burkina à armer les civils qu'on appelle les Dozo ou les VDP, on leur donne des armes. C'est extrêmement grave. Et c'est extrêmement grave. Et vous avez déjà vu ce qu'il faut avec les armes. Et cette tuerie de Mouna, où on dit que les Dozo sont allés tuer 29 Peuls, parce que les Peuls ont attaqué, ou bien des terroristes sont venus attaquer les Dozo. Quand vous donnez des armes aux civils, que vous incorporez à l'armée, vous ouvrez la porte à tout. C'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. Parce que Sankara même l'a dit, un individu qui a une arme sans formation militaire est un criminel en puissance. Donc tous ces gens à qui on remet des armes, qui sont des civils, sous prétexte que il faut défendre l'intégrité du territoire, c'est la porte ouverte à l'anarchie totale. Et donc nous, les Togolais, qui sont frontaliers au Burkina, on va subir l'effet de la dégradation de la situation militaire au Burkina. C'est le Burkina qu'il faut le plus surveiller. Et vous avez vu, les Français sont en train de partir aussi. Et donc, quand vous mettez dans tout ça, et les polémiques, les histoires de panafricanistes, les activistes des réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui les vrais dirigeants de certains pays en Afrique, la porte est ouverte à tous les désordres. Maintenant, quand vous suivez très bien le procès en Guinée, avec toutes les révélations depuis le début de ce procès, vous avez une idée de ce que les militaires font de nos pays quand ils sont aux affaires. Ce n'est pas différent. Vous avez vu ce qui se passe là en Guinée, ce qu'on vous dit. Vous avez vu même Doumbouya là, le cinéma qu'il a fait pour présenter les vœux. Il allait faire un film américain avec une chanson de Hollywood où il est arrivé comme un dieu. Il s'est comporté comme le président américain qui défend le Air Force One. Il est arrivé, il a fait son discours et puis il est reparti par l'hélicoptère. Non mais écoutez, voilà des soudains. Il a réussi un coup en ouvrant ce procès et en obtenant également la sanction contre le professeur Alpha Condé. Maintenant, le procès occupe les gens. Oui, il a envie d'occuper les gens par le procès. Maintenant, lui fait son cinéma. Voilà, tout le désordre. et ces gens qui sont venus prendre le pouvoir à la d'Addis Camara, à la mort du général Conté. Voilà. Lansana Conté. Lansana Conté. Mais regardez, des gens qui tiennent à peine
Mais qui disent qu'ils sont venus prendre un pouvoir. Non. Et regardez le recrutement qu'ils ont fait après. C'est-à-dire que dans la continuité, pour étoffer l'armée, pour conserver le pouvoir. On vous a toujours dit ici, à nous, ceux qui nous suivent, que les coups d'État ont la particularité d'abord de désorganiser la hiérarchie militaire, de briser les carrières des militaires, de briser le plan de carrière. C'est-à-dire que dans l'armée, on sait que si vous êtes lieutenant aujourd'hui, dans 2-3 ans, vous devenez capitaine, après vous devenez commandant, après vous devenez lieutenant-colonel, après vous devenez colonel, vous devenez général et tout ça. Mais si vous êtes sergent et que vous faites un coup d'État, demain vous pouvez dire que vous êtes maréchal. Ah oui. Si vous êtes capitaine, vous êtes un coup d'État, vous pouvez dire que vous êtes général. Donc, vous venez supplanter vos supérieurs parce que vous êtes le courageux qui a fait un coup d'État. Et vous désorganisez l'armée. Et vous créez des mécontentements. Et le truc de la Guinée nous renseigne. Quand les Dadis Camara, tout ça sont arrivés avec leurs amis Toumba, selon toutes les révélations qu'on a dans le procès, c'est des gens qui n'avaient pas un grand niveau. D'ailleurs, vous les voyez quand ils s'expriment. Et c'est ces gens-là qui ont eu la responsabilité de diriger un pays. Et on vous dit que des individus se promènent dans ce qu'ils appelaient la présidence avec des haches pour tuer leurs collègues militaires parce qu'ils ne sont pas avec eux. Des gens se promenaient avec des gourdins, des grenades, des flèches, des grenades. J'ai des grenades. Les gens sont venus sans savoir ce qu'ils sont là pour faire. Et le président lui-même, il se réveille à 10 h, c'est dans sa chambre à coucher qu'il fait des interviews. Et c'est la même chose à quelques différences près. Quand vous prenez tous les militaires qui ont la responsabilité de nos pays. Et donc, quand vous avez des armées comme ça, qui sont déliquescents de l'intérieur, c'est normal que ces militaires ne puissent pas faire face à des barbus qui arrivent un jour avec des kalachnikovs. Et n'oubliez pas surtout que nos militaires, la plupart d'ailleurs, ayant passé toute leur vie au palais présidentiel et aux alentours des palais et dans les institutions de l'État où ils se sont embourgeoisés, ils ne vont pas aller à la guerre, ils ont de l'argent. Les militaires qui ont de l'argent ne vont pas à la guerre. C'est-à-dire que le militaire qui a de l'argent, et Dieu seul sait que nos militaires sont énormément riches, et ils ont eu beaucoup d'argent par les postes qu'ils ont occupés. Certains même qui sont à la retraite aujourd'hui ont créé des services de sécurité, de gardiennage, qui ont beaucoup d'argent, qui sont même retenus dans les... Ces gens-là, quand ils se lèvent, ils voient son argent, ils voient ses immeubles, ils voient ses maîtresses, ils voient le champagne qu'il boit, il ne va pas aller au front. Et ça, c'est le résultat de ce que nous-mêmes, nous avons fait de nos armées pendant 60 ans, 50 ans. Et donc, aujourd'hui, on est face à nos propres contradictions, à savoir que quand on voit que les militaires qu'on envoie au front, une fois qu'ils ont des difficultés, ils reviennent faire les coups d'État, on n'a pas aussi envie de donner beaucoup d'armes à ceux qui sont au front. Pour qu'ils soient tentés de faire quelque chose après. Et donc, on est face à une délicatesse dans la gestion de l'affaire. Seulement, comment c'est que... Et quand c'est en face des régimes qui sont en difficulté de légitimité comme les nôtres, c'est encore plus compliqué. Normalement, quand vous avez un pays comme les nôtres qui font face à cette dans les situations, la première réaction, c'est de renforcer l'unité nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes un chef d'État, vous ouvrez un dialogue national avec vos opposants. Vous faites même un gouvernement d'union nationale de combat. En disant, le pays est attaqué, mettons-nous ensemble d'abord pour défendre l'intégrité du territoire, après on va reprendre nos querelles. Mais vous voyez des gens d'ici faire ça? Ils n'ont pas l'humilité nécessaire d'appeler leurs adversaires d'en face pour dire, écoutez, nous sommes face à une situation de détresse, nous voulons véritablement que nous nous mettons ensemble pour régler le problème, après on pourra continuer par nous insulter, faire le truc. Non, les gens font du pouvoir leur chose, avec la théorie de Natchaba, le père en disant, nous prenons tout. On prend tout. Donc vous pouvez être dans la périphérie, nous on prend tout. Oh, le mal est en train de s'incruster dans le pays et est en train de toucher l'un des piliers même du régime. S'il faut réagir rapidement par rapport à ce limogeage là, il a balayé tous ces gens là,
Pourquoi il ne le fait pas pour les autres ministres qui sont souvent dénoncés de corruption par les journalistes? Oui. Il y a plus d'autres ministres qui sont là, qui sont dénoncés régulièrement par la presse. Même la ministre de la Défense, elle n'a jamais même été dénoncée par la presse. Vous n'avez jamais vu d'article sur elle. On savait qu'il y a des choses qui se passaient là-bas, qui n'étaient pas normales, mais on évitait de les entendre parler parce qu'on est dans une situation où vous risquez d'être le bouc émissaire. On va dire oui, il y a les djihadistes, vous parlez trop, vous les journalistes, on va te mettre en prison. On sait, mais on n'en parlait pas. Mais il y a des ministres qui sont cités dans des dossiers de scandale, qui sont au gouvernement. On ne les a jamais remplacés. Mais s'il a remplacé la ministre de la Défense, et a remplacé le chef d'état-major, a remplacé son adjoint, c'est parce qu'il sait que c'est le pilier de son régime qui est touché, c'est-à-dire l'armée. Et que si on n'arrive pas à contenir, l'impact ou les conséquences peut être grave pour lui-même. Donc là, il a vite réagi. Mais c'est juste une refondation de l'armée qu'il faut faire. À travers une appropriation de l'armée et par les citoyens. Et Francis vient de le dire. Tant qu'on n'aura pas une armée républicaine, tant que tous les Togolais ne se sentiront pas propriétaires de cette armée en disant c'est notre armée, les gens diront bon, c'est vous, faites, on va voir. Malheureusement. Les gens diront oui, mais c'est vous qui venez nous frapper ici dans les quartiers, faites, on va voir. Oh, ce n'est pas le langage qu'un citoyen doit tenir. Parce que on voit que c'est dans les savanes. Peut-être demain ça va arriver. Ça va arriver. Mais dans les savanes. Ça a commencé quelque part aussi. Pas pour les pays sahéliens. À un bout du territoire. Avant qu'aujourd'hui, ça ne se rétrécit autour des capitales. Donc je pense que il y a tout un débat qu'il faut ouvrir. Un débat de façon décomplexée. Sur la place même de l'armée dans la société. Et comprendre aujourd'hui que l'armée ne doit plus être cet instrument qu'on utilise pour l'ennemi de l'intérieur, traquer les gens qui sont de l'intérieur, qu'ils soient au sein du pouvoir, hors du pouvoir, au sein de l'armée même. Redonner 12 objectifs à l'armée, la démocratiser, la rendre républicaine et ne pas en faire une affaire de propriété privée. Sinon, les gens vont croiser les bras. Et il y a certains même de façon cynique qui diront bon, c'est entre eux qu'ils fassent, on va voir, croyant que bon, quand ça va arriver à un moment donné, ils pourront tirer les marrons du feu, même si c'est le chaos qui vient après. On ne le souhaite pas. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire autour de nos armées. Hein. C'est l'ensemble des armées africaines, y compris la nôtre, pour donner de nouvelles orientations, de nouvelles missions à nos armées, plutôt que de rester dans l'ancien schéma où on pense qu'en changeant seulement les têtes ou les officiers, on règle le problème. On ne règle aucun problème par là. Ou en allant acheter seulement des armes, on règle le problème. On ne règle pas. On ne règle pas le problème. Vous avez des éléments des FDS qui n'ont que faire garder les gens pratiquement plus de la moitié de leur carrière, pratiquement leur carrière. La maison des maîtresses, des barons. Les maisons des barons. Ils ne sont jamais allés s'entraîner. S'entraîner, non. Depuis la formation, quand ils sont, c'est fini. On les détache chez quelqu'un, c'est fini. Ils ne passent pas même les grades, pratiquement. Est-ce que vous voyez? On a eu à faire réconciliation étudiants armés ici et puis armée-nation. Les répressions reprises. Oui, mais c'est la première sortie. Voilà. Donc, c'est très sérieux. Quand on parle d'armée républicaine, il y a des réflexions. Hein. Même au Togo ici, moi je crois que Tampa Express se fera le devoir de publier même une réflexion qui avait même condamné à l'époque l'opposition même qui, lorsque l'opposition était allé frontalement avec l'armée, ce qui s'est fait que l'armée a fait un repli et le repli identitaire a fait chose. Donc il faut qu'on revoie même tous ceux qui se disent je suis opposant, et pire encore, je vous dis pire encore aujourd'hui, quand vous prenez même dans l'administration au Togo aujourd'hui, que ce soit les ministères et même les ministres, c'est eux qui répercutent ça au bas. C'est-à-dire que tout le monde a pratiquement fait un repli identitaire. Si vous n'êtes pas de sa région, vous n'êtes pas de son clan, vous n'êtes pas mieux servi au ministère, donc vous n'avez pas les bons postes, vous n'avez pas les marchés, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est un problème sérieux pour le pays. Avant, on disait que c'est d'autres qui le faisaient. Aujourd'hui, on peut dire que ça a changé un peu de camp où on a des grognes qui disent que, voilà. Donc, quand nous allons construire un pays que sur le régionalisme,
Ça n'ira pas. Ça va s'éclater. Ça va nous éclabousser tous un jour. Donc, c'est ça. Justement, et tu sais, pour clore ce chapitre, dans certains pays, l'armée, c'est toute une institution. C'est d'ailleurs même la plus organisée de tout pays. Et qui a voix au chapitre. Ce n'est pas des gens comme ça qu'on démet à volonté. Il y a des gens qui font des réflexions et qui proposent des solutions. Aujourd'hui, par exemple, il y a des militaires qui meurent au front. On les enterre dans l'anonymat, même pas d'honneur. Oui. On ne leur fait pas oui, d'honneur. C'est extrêmement grave. On ne leur rend même pas honneur. Le président de la République ne leur rend même pas honneur. Mais on doit même les décorer à titre posthume. Comment l'appelle-t-on? Et ailleurs, on a déjà fait ce débat ici. Il y a des cimetières dédiés aux militaires. Vous savez, les cimetières modernes sont venus aussi avec la pénétration de la religion. Oui. Qui fait que les premiers cimetières sont des cimetières qui n'étaient pas trop loin de l'église. Donc quand vous voyez les cimetières, vous avez le carré des religieux, et puis après il y a le carré des laïcs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là où on enterre les prêtres, les évêques, et puis après, bon, les évêques sont enterrés à l'intérieur de l'église, mais les prêtres, et puis après vous avez les laïcs. Nous avons des casernes aujourd'hui qui sont tellement vastes qu'on ne sait même pas ce qu'on en fait. Ouais. On peut créer des cimetières à l'intérieur de ces casernes. Rollis a été enterré dans une caserne. Il y a un cimetière moderne dans une caserne, dans un camp à Accra. Donc ces militaires, on peut leur rendre honneur et les enterrer dans ces cimetières en mettant leur nom, en disant voilà des gens qui se sont battus pour le pays. Donc c'est toute une réflexion que les supérieurs de l'armée, les officiers d'en fait, et fait des propositions au pouvoir politique en disant mais écoutez, on ne peut pas continuer à enterrer les éléments dans l'anonymat, comme si c'était des gens qui sont tombés comme ça. Non, il faut leur rendre honneur. Même si nous ne voulons pas communiquer à la population, nous pouvons faire des cérémonies à huis clos où on leur rend honneur, on les enterre dans des cimetières reconnus par l'armée. Donc c'est tout ça qui donne, qui renforce l'esprit patriotique dans l'armée. Mais si les gens ont le sentiment que en allant mourir au front, on les envoie à leur famille, on leur dit de les enterrer dans l'anonymat, d'autres qui sont au front n'auront pas le courage de combattre, ou des gens vont partir. Donc on est face à ce genre de situation. Et donc voilà pourquoi je dis, il faut toute une refondation de l'armée. Et Francis a touché là où ça fait mal. Quand vous avez passé tout le temps à construire un pays sur la base régionaliste, où vous avez des ministres, des directeurs de société qui sont dans l'administration publique, qui ne font que la promotion de leurs frères, de leurs cousins, et ils neutralisent ceux qui ne sont pas de leur région. Le jour où il y a une menace, les autres croisent les bras et vous regardent et disent mais allez vous défendre. On est dans le cas dans ce cas aujourd'hui. Donc je pense que celui qui tient les rênes du pays aujourd'hui, tu vas comprendre que le mal est très profond. Ce n'est pas le rafistolage ou le jeu de chaises musicales de quelques officiers qui va régler le problème. Il faut, quand nous parlons des départements civils, on dit qu'il faut les états généraux. Je pense qu'il faut aussi les états généraux de l'armée pour donner de nouvelles orientations à l'armée, de revoir le mode de recrutement, que le recrutement soit un recrutement, que l'armée reflète la diversité de tout le pays. Redonner le statut à l'armée, il y a la question des statuts qui est restée depuis 2007, qui n'a pas été réglée, et que l'armée soit une armée qui appartient au pays dans toute sa diversité, pour que des gens à un moment donné ne se disent pas que c'est pas nous, c'est les autres, il faut que les autres aillent faire. Voilà ce que moi je pense qu'il faut dire. Pour clore, ça c'est un plaidoyer, et on ne cessera de le faire. Il y a le colonel Madjoulba, le feu dont le corps est encore, sinon serait encore à la morgue. Je pense qu'on est en train de s'acheminer vers la 3e année. Je crois qu'en mai, ça fera, le 4 mai, ça fera 3 ans. Il faut également que élucider cette affaire, la hiérarchie militaire puisse faire les propositions au chef de l'État pour libérer ce corps-là. Et pour permettre à la famille de faire le deuil. Si, parce que depuis que ce corps est à la morgue, pour nous, des croyants, ou bien pour certaines croyances, ce n'est pas bon aussi pour la République. Il faut libérer ce corps pour que le colonel Toussaint Madjoulba soit enterré dans sa dignité, et peut-être que ça aussi,
ça pourra contribuer à apaiser. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, merci messieurs.